Alors, quand vous regardez le tube de Pitot, alors je ne vais pas faire tout le tube de Pitot parce que je n'arriverai pas à le dessiner. Mais alors, je ne sais pas trop comment vous le faire bien, le tube de Pitot. Je vais juste faire un truc comme ça. Puis ici, j'ai une bouche qui descend comme ça. Puis je dessine pas le tube en 3 dimensions. Vous voyez, je le fais juste. Je fais juste un. Bon, vous imaginez que le tube il a un volume, d'accord? Là, vous en coupez. Ah non, c'est moi qui l'ai branché, donc ça ne doit pas marcher. Si je débranche, ça va marcher. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que la différence de hauteur, je vais juste la dessiner comme ça. D'accord, donc vous voyez que la différence de hauteur, c'est ça. On l'appelle H. Donc c'est un pitot très simplifié. Puis ici, on met le point A. Et ici, on met le point d'entrée qui est B. Donc vous avez reconnu comment ça marche. Alors, le point qui est un petit peu compliqué, c'est qu'ici, vous avez l'air qui rentre. Puis ici, vous avez l'air qui passe. D'accord, le long du truc. Alors, il ne faut pas oublier que Bernoulli, normalement, ça s'applique le long d'une ligne de flux. Et c'est pas complètement évident de trouver une ligne de flux qui va de B à A. D'accord? Alors, la ligne de flux que vous pouvez trouver, ce serait une ligne de flux qui irait de B à A. Vous passez, parce qu'en B, justement, l'astuce, c'est que vous voyez qu'en B, le flux, il est arrêté. D'accord? En B, vous avez un flux. En B, vous avez VB qui est égal à 0. Puisque le truc, il arrive complètement face au fluide. Et donc, en B, la vitesse est nulle. Et donc, vous avez un système qui serait une ligne de flux qui va essentiellement... Alors, si je dessine quand même le truc qu'il y a là, vous avez ici un machin qui est comme ça. D'accord, essentiellement, c'est un truc comme ça. Ce qu'il faut imaginer, c'est une ligne de flux qui ferait un truc comme ça. Vous voyez ? Il faut imaginer une ligne de flux qui ferait un truc comme ça, ce qui fait ça permettrait de l'écrire. Au moment où il va tourner là, on peut imaginer qu'il est quasiment à l'arrêt. Alors ça, c'est un truc qui est toujours perturbant sur le pitot. C'est qu'en fait, on va créer une ligne de flux en disant qu'à un endroit, la vitesse est nulle, à l'endroit, la vitesse c'est VA. Alors qu'on est sur une ligne de flux qui a fait un virage quasiment à 90 degrés pour passer le long du tube. Donc c'est pas du tout évident qu'on ait une ligne de flux qui fasse ça. Il y a toutes les chances qu'elle fasse pas ça. En particulier ici, si vous regardez ici, il y a beaucoup de chances qu'il se passe des choses très désagréables pour la ligne de flux. Ou alors, ce qu'il faudrait faire, c'est imaginer une ligne de flux qui vient de très loin. Et si elle vient de très loin, à ce moment-là, elle ne sera pas arrêtée à cet endroit-là. Donc en fait, on écrit Bernoulli entre A et B, sachant que ici, il y a des bonnes chances que la ligne de flux ne soit pas du tout arrêtée. On va supposer que ça marche bien quand même. D'accord? Et qu'ici, la vitesse est quasiment. Ok? Voilà, donc Bernoulli nous dit quoi? Bernoulli nous dit que PA plus 1 demi de rho VA carré plus rho G ZA est égal à PB plus 1 demi de rho VB carré. Si, on va l'enlever après, plus rho G ZB. Donc, il ne faut pas oublier d'identifier ce qu'on est en train de chercher, parce que ça, c'est important. Ce qu'on est en train de chercher, c'est ça. D'accord? Ça, c'est le terme qu'on cherche. D'accord? Ça, c'est important quand vous faites un truc de ce genre, de se poser la question, qu'est-ce que je suis en train de chercher, et pour ne pas partir complètement dans le noir. Ok? Alors, deuxième point, qu'est-ce qui se simplifie dans cette histoire? Alors, il y a des choses qui se simplifient de... Hein? Du coup, il se multiplie, du coup, on enlève le 1 demi de parce que VB, il fait 0. Si le carré, il fait 0, le rho, il est multiplié par VB, donc ça fait 0. Et 1 demi, il est multiplié par 0, donc ça fait 0. Donc, en gros, on réduit tout un gros truc. En fait, 1 demi de rho VB carré. Le 1 demi de rho VB carré, effectivement. On va déjà aller à la... On voulait commencer par celui-là.
Alors effectivement, on peut commencer par celui-là. Celui-là, on a dit que VB carré est égal à 0. D'accord? Donc, celui-là, on va l'enlever. D'accord? Celui-là, on l'enlève. Ensuite, ce qu'il y a, c'est que vous avez ZA égale ZB. Ça, c'est évident. Donc on peut enlever Rho, G, Voilà, donc vous avez ZA. Je n'y arrive pas. C'est dégueulasse ce que je fais. Donc vous voyez que de façon évidente, vous avez ZA qui est égal à ZB. Monsieur, j'ai pas compris pourquoi vous avez mis un Z et pas un H. Parce que j'ai envie de mettre un Z. Vous voulez mettre quoi? Un L, un D? Il y a un H et puis un rond. Donc ça, il y aura encore. Non, mais le H, c'est la différence de hauteur, là. C'est pour ça que du coup vous avez mis un Z. Ouais. C'est mieux un Z, je trouve. Donc si vous avez ZA égale ZB, vous voyez que ces deux côtés de l'équation, on peut l'enlever. D'accord? Parce que c'est la même chose des deux côtés. Donc je peux l'enlever, ça. Ça me fait un deuxième truc qui s'en va. Bon, que reste-t-il dans mon bazar? Il me reste finalement PA plus 1 demi de rho VA carré est égal à PB. Vous voyez, le jeu que je vous ai dit avec Bernoulli, c'est toujours le même. On vous fait écrire Bernoulli, puis après on vous dit ce que vous cherchez, c'est cela, par exemple, et puis tous les autres, bah, comme par miracle, ils vont se simplifier. D'accord? C'est toujours le même jeu. À votre niveau, ça se fera comme ça. Après, on peut avoir des choses plus compliquées, mais à votre niveau, ça sera toujours comme ça. Donc maintenant, je vous laisse regarder comment on peut finir ce petit calcul. Donc une fois qu'on en est là, ben vous avez tous trouvé comment on fait. Je veux dire, vous écrivez. Alors, c'est effectivement ce qu'on avait un petit peu quand même oublié de marquer là. Et c'est important, c'est qu'il faut marquer ici que c'est un rho de l'air. On va mettre un petit A, sinon on n'y arrive pas. Et vous écrivez immédiatement que VA est égal à 2 sur rho de l'air, facteur de PB moins PA, avec une racine carrée, je pense qu'il doit aller bien comme ça. Et ensuite, ce que vous pouvez écrire, et ça c'est le premier chapitre de l'hydrostatique, c'est que PB moins PA, c'est égal à 2 rho, alors celui-ci c'est le rho de l'eau, fois G fois H, ça c'est le rho de l'eau. Ok? Et vous trouvez immédiatement que VA c'est égal à 2 rho de l'eau sur rho de l'air fois G fois H avec une racine carrée. Voilà, donc c'était tout ce qu'on vous demandait. Donc vous voyez que c'est pas très difficile en appliquant toujours la même méthode. J'écris Bernoulli proprement, évidemment. Je regarde ensuite les termes qui m'intéressent et les termes qui se suppriment. Et en général, celui qui reste, il faut le calculer avec une façon pas trop difficile. Bernoulli, ça va toujours être la même chose. Alors des fois, c'est pas la pression, c'est pas ces termes-là qui s'en vont. Ça peut être les deux vitesses qui s'en vont, il me reste des pressions. Ça peut être les altitudes. Ensuite après, les altitudes vont rester, mais je sais pas quoi, la vitesse, on s'en supprimer. Enfin, je sais plus trop quoi. Mais ça sera toujours le même genre de truc. Ok ? Donc vous avez ici un rapport de rho de l'eau sur rho de l'air et le H, donc le H en fait ici c'est une mesure de la pression, donc ici dans le tube de Pitot. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas un vieux truc complètement inutilisé puisque ça existe vraiment les tubes de Pitot. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer en vrai ce que c'est qu'un tube de Pitot. Alors comment faire le dessin de façon propre? Là, je suis un peu embêté. J'ai plus quelqu'un à mon énoncé sous la main. Là. Bon, allez, Zoupeta. Donc, c'est une conduite forcée. Donc, une conduite forcée, il y en a plein les montagnes. Je ne sais pas si vous en avez vu autour d'ici, mais il y en a plein.
Donc, il y a un truc qui descend comme ça, poum, poum. Poum, poum. Donc il y a B ici. Il y a A ici. Ici, vous avez grand H. Et puis ici, vous avez la turbine. Voilà, en bas, vous avez votre turbine. Puis il donne un point C qui est par là, en fait. On s'en fiche un peu d'où il est, le point C. Et ils appellent comment la hauteur ici? C'est petit h, non? Je sais pas comment ils l'appellent cette hauteur. H0. Pardon? Ça s'appelle H0. H0. Ok, allons-y. Bon, et puis vous avez de la flotte partout là-dedans, évidemment. Non, la hauteur de C, c'est Z. Oui, la hauteur de C, c'est. Et H0, c'est quoi alors? H0, c'est le point qui a C'est à le- l'an, c'est- au niveau de A, là, la sortie de A. Là? Ouais. Ouais, Ah ouais, donc c'est pas... Ça, c'est H0. ouais. Et du coup, H normal, il est plus haut que H0. D'accord, ok. Donc ça, c'est H0, H0, et H, donc il est carrément là-haut, quoi. Bon, c'est tout pourri, je vais tout refaire. Enfin, donc, on est d'accord, j'ai B là. Donc là, c'est Z, c'est ça? Oui. Donc ça, c'est H0. Et ça, c'est H. C'est ça? Ouais. Ok, bon, de toute façon, vous reconnaîtrez. Et puis moi, par là, c'est de la flotte. Ok. Donc voilà, première question, la vitesse au point B. Donc effectivement, on applique le théorème de Bernoulli entre A et B. Et vous obtenez immédiatement que PA plus 1 demi de rho VA carré plus rho G ZA, on va l'appeler ZA, est égal à PB plus 1 demi de rho VB carré plus rho G ZB carré. Alors là, c'est toujours pareil, vous identifiez ce qui vous intéresse. Dans ce cas précis, c'est VB carré. Et vous écrivez ce qui va être négligeable. Donc vous avez VB qui est très petit devant VA. Ça, c'est dû à la conservation du débit. Et puis vous avez PA qui est égal à PB, qui est égal à P0. Ça, on l'a vu plein de fois, d'accord? Quand vous avez un robinet qui sort, de l'eau qui sort dans l'air, ben, elle sort à la pression atmosphérique. Et par ailleurs, vous avez ZA. Pourquoi j'ai un carré? Là, je ne vais pas avoir de carré ici. Et par ailleurs, vous avez ZA moins ZB qui est égal à grand H. Okay, tout ça nous dit que finalement, on a 1 demi de rho VA carré qui est égal à rho G grand H. Donc ça nous fait que pardon, 1 demi de rho VB carré VB carré est égal à grand H, ce qui vous fait que VB est égal à 2G grand H. Alors là, c'est un truc que vous reconnaissez parce que c'est ce qu'on trouve, par exemple, quand vous faites une chute libre. Vous trouvez que VB égale à 2G grand H, ça ne dépend pas de la masse, de la masse volumique. Donc c'est ça. Si vous aviez des frottements, ça dépendrait un peu de tout ça. Deuxième question. Donc la deuxième question, c'est de calculer le débit en fonction... je vais peut-être prendre mon téléphone. La première, il faut calculer VB. À la fin, il marque calculer VB. Calculer VB, alors mais comme je n'ai pas les données, enfin, faut que je le... Attendez, il faut quand même que je récupère...
de G qui vaut 9,81. Je trouve 56 mètres par seconde. C'est ce que vous trouvez? J'ai vendu. C'est bon. Allez, pour le petit dessin, ZC, c'est tout bêtement Z. Question suivante. Question suivante qui était... Vérifier que le débit volume fait environ 4 mètres cubes par seconde. Calculer le débit masse de l'écoulement. Bon. Alors, le débit volume, c'est facile. Vous savez ce que c'est. Le débit volume, il se définit par la vitesse fois la surface. Bah 6, on pourrait participer tant qu'à faire. Donc la vitesse fois la surface. Donc on a vitesse, on a dit que c'est 2GH. Et la surface, c'est pi d2 sur 4. Et il me donne le diamètre en bas. Non, il me donne le diamètre, je suppose, quelque part. 30 cm. Alors ça nous fait, on va le calculer. Je trouve à peu près 4 mètres cubes par seconde. Qu'est-ce que vous trouvez? C'est un 4. Ce qui vaut évidemment 4 tonnes par seconde, 4000 kilos par seconde. Ok. Ce qui n'est pas énorme, hein, parce que si vous calculez combien ça vous fait en énergie, ben ça fait pas baiser. Vous avez un souci? Ce que vous avez écrit, c'est racine de 2GH fois pi. Fois pi d2 sur 4. Ça, c'est la surface. Et puis... Alors ça, c'est très peu, parce qu'en termes d'énergie que vous faites, par exemple, je sais pas si, je vous ai fait calculer l'énergie que vous avez dans la chute d'eau, non? Je vous ai jamais fait faire ça? Ben, vous pouvez prendre, on va faire un petit aparté. Si vous prenez 1 mètre cube d'eau, vous prenez une chute de 1 mètre, quelle est l'énergie que vous récupérez? Vous vous souvenez comment on calcule ça? Non? L'énergie potentielle d'un mètre cube d'eau à chute de 1 km, on va mettre, plus généreux, de 1 km. Donc je monte 1 mètre cube d'eau à 1 km, je le fais tomber, l'énergie potentielle que je récupère, c'est quoi? C'est quoi la formule de l'énergie potentielle? Vous l'avez dans Bernoulli, hein, c'est le terme. C'est MGH. Donc là, l'énergie potentielle que je récupère, c'est MGH. Donc ça fait 1 mètre cube d'eau, ça fait 10 puissance 3, d'accord? Fois G, ça fait 10. Et 1 km, ça fait 10 puissance 4 mètres. Vous êtes d'accord? D'accord? C'est pas une question, c'est un calcul que je vous fais faire. Donc 10 puissance 4 fois 10 puissance 4, ça fait 10 puissance 8.
D'accord? Joule. D'accord? Si je monte un mètre cube d'eau à 10 km, je récupère 100 mégajoules. D'accord? Pourquoi 10 km? C'est pas une chute de 1 km? Si on va mettre 1 km, d'accord. 1 km, vous avez raison. 10 km, c'est pas très raisonnable, on va pas la monter en haut de l'Himalaya, vous avez raison. C'est un peu débile ce que je dis. Et on trouve 10 mégajoules. 10 mégajoules. Alors maintenant, à votre avis, 10 mégajoules, ça représente combien en stockage d'essence? Il me faut combien d'essence pour stocker 10 mégajoules? C'est beaucoup ou pas beaucoup? Beaucoup? Beaucoup, beaucoup, pas beaucoup. C'est-à-dire de l'ordre d'une bassine, une grosse bassine, quoi. Un réservoir de voiture. Eh ben, en fait, ce qui est... Vous voyez, je vais vous faire réfléchir au problème des énergies renouvelables. C'est que si vous transformez ça en stockage d'essence, il faut à peu près 30 centilitres d'essence. En gros, un verre. Hein? 30 centilitres. C'est vrai, c'est un canette de coca. Dans une canette de coca, vous stockez en énergie l'équivalent d'un mètre cube de flotte que vous faites tomber d'1 kilomètre. Vous avez un stockage de densité d'énergie qui est absolument phénoménal. Donc vous voyez que votre turbo, là, que vous faites travailler, en fait, si vous calculez l'énergie que vous allez en tirer, si vous faites la même chose avec de l'essence, vous devez vite voir qu'il faut la faire travailler un moment quand même pour récupérer autant d'essence en stockage d'énergie. Donc c'est pour ça que je dis que vous voyez tout à fait le problème des énergies renouvelables à partir de là. Alors maintenant, on va prendre un point C qui appartient à la côte qui est au milieu de notre barrage. Et on va calculer la pression en C à partir de la pression en B. Donc on va écrire simplement Bernoulli. On écrit que PC plus ρ GZ plus 1 demi de ρ VC au carré est égal à PB plus ρ G, alors ça c'est un ZC, ZB plus 1 demi de ρ VB au carré. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, alors par contre, il y a une chose qu'on peut dire de façon assez simple. Que pensez-vous de la... Alors, déjà, ce qu'on a vu, c'est déjà que on a un truc simple, c'est que PB, on a dit que c'était quoi? Bon. Voilà, PB, celui-là, c'est P0. Maintenant, deuxième question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que vaut VC carré par rapport à VB carré? Qu'est-ce que vous pensez de ces deux termes? Pourquoi?
Alors, imaginez que vous êtes... imaginez que vous êtes sur une autoroute. D'accord? Puis que les voitures avancent toutes. Y a pas, c'est une autoroute à deux voies qui est toujours à deux voies, d'accord? Les voitures avancent et il y a un débit régulier de voitures. Qu'est-ce qui se passe si à un moment des voitures vont plus vite à un endroit? Rien? Ouais, et qu'est-ce qui va se passer sur l'autoroute? Ça fait un bouchon. En endroit, ça fait un bouchon. Puis vraiment, ça peut même faire un tel bouchon que ça va peut-être s'arrêter d'ailleurs. Ça veut dire qu'en fait, quand vous avez une conservation du débit, qu'est-ce que vous avez forcément? Si tout le monde avance ensemble, si le débit se conserve, si tout le monde avance ensemble, imaginez des voitures, si partout vous avez le même nombre de voitures qui passent par seconde, ça veut dire quoi sur leur vitesse? Elle est égale. D'accord? VA est égal à VB. VA est égal à VC, pardon. Ok? On va pouvoir simplifier ces deux termes. Bon, ben, il nous reste finalement pas forcément grand-chose. Il nous reste donc finalement que PC plus Roger ZC est égal à PB, à P0 d'ailleurs, plus Roger ZB. D'accord? Donc moi, je vous rappelle que ce qui m'intéresse, c'est ce terme-là. C'est PC. D'accord? Et j'obtiens donc directement que PC est égal à P0 plus Roger ZB moins ZC. Et alors, si j'ai bien retenu ce que c'est 0, d'accord, donc ce terme-là, c'est 0. Et ce terme-là, c'est Z, si j'ai bien compris. Hein. Et donc, j'obtiens que PC égale à P0 moins ρ GZ. D'accord, je crois que c'est ça que l'on obtient. Êtes-vous d'accord avec moi? Donc on a bien une pression qui décroît linéairement. Alors maintenant, ce qu'ils nous disent, c'est que justement, du fait que sa pression va décroître, eh bien, à un moment, ça va se mettre à cavité. Donc ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y a un ensemble de points tels que, finalement, la pression va se devenir inférieure à la pression de cavitation et on nous demande de trouver l'ensemble de ces points. Ok ? Donc c'est ce qu'on va chercher. Donc, cavitation, c'est le point B.
pour P est égal à PLV. Comment il l'appelait, lui? Il l'appelait PVS. PVS. Donc ben, c'est très facile. Il suffit d'écrire que P inférieur ou égal à PVS est équivalent à dire que P0 moins ρ GZ est inférieur ou égal à PVS. D'accord? Ça, c'est facile. C'est écrit quoi? Cavitation pour P inférieur ou égal À PVS, c'est la notation qu'ils prennent eux. Ils prennent ça comme notation. Il y aura donc cavitation si P. Je crois qu'il y a des. Enfin, le problème dans leur notation, je crois qu'il y a des problèmes de typo dans leur truc aussi. Ils mettent un P, livre P, je pense que c'est leur HTML qui marche pas bien. Il faudra que je mette PVS, P de vapeur saturante. Bon, à partir du moment où vous êtes là, alors ce qu'ils vous disent quand même, Monsieur, j'ai pas compris ce que c'était VS. ça s'appelle ça vapeur saturante, c'est la pression de vapeur saturante. D'accord, merci. Il y a un souci, dites-moi si vous n'arrivez pas à lire. Bon, une fois que vous avez fait ça, ce qu'ils vous disent, c'est que vous avez une solution. Alors, pour simplifier les choses, ils vous disent ici de négliger P0. Donc, si vous négligez P0, ça vous fait quelque chose de particulièrement simple, puisque vous trouvez à ce moment-là que vous avez simplement Z plus grand que P de vapeur saturante sur ρG. Et ça vous donne les points pour lesquels vous risquez d'avoir de la cavitation. C'est quoi la vapeur saturante en fait? La vapeur saturante, c'est à une température donnée, un liquide est toujours en équilibre avec sa vapeur. C'est-à-dire que vous avez toujours de la vapeur d'eau au-dessus de l'eau, même à 20 degrés, si vous voulez. Et la pression de vapeur saturante, c'est la pression de vapeur d'eau que vous avez au-dessus de l'eau. Et ça dépend de la température. Donc,
Alors, maintenant, la solution, ce qui vous explique, c'est que la solution pour remédier à ce problème, c'est de mettre un injecteur. Donc, ils vont mettre un injecteur, et en gros, l'injecteur, ça réduit le débit. Donc en gros, si vous réduisez le débit, vous réduisez la vitesse. Si vous réduisez la vitesse, vous augmentez la pression. C'est tout con, c'est ça. Donc si vous augmentez la pression, ben, vous évitez la cavitation. C'est essentiellement ça l'idée. D'accord ? Donc l'injecteur a un diamètre de sortie de 15 cm. Calculer la vitesse de sortie de l'eau au point E et en déduire le nouveau débit volume de l'écoulement. Donc la vitesse de l'eau au point E, la vitesse de l'eau au point E, ben c'est pareil. Vous avez ici, vous utilisez à nouveau le théorème de Bernoulli. Si je n'abuse, on le faisait comme ça. Comment je l'avais fait ce truc-là ? Utilisez à nouveau le théorème de Bernoulli. Et j'avais obtenu simplement que la vitesse en E, mais c'est toujours la même, hein, c'est 2G grand H en négligeant VA devant VE. Et à ce moment-là, vous obtenez un débit qui vaut Q est égal à VS, donc il est égal à 2G grand H fois pi. Et cette fois-ci, vous avez ici le diamètre DE. Ils appellent petit d, non, je ne sais plus comment ils l'appellent ce truc-là. Petit d au carré. Allez, reviens toi. Voilà. Petit d au carré sur 4. Et ça vous fait 1 mètre cube par seconde. Monsieur, vous avez marqué, donc, VE est égal à racine de 2GH en négligeant VA et le vent V quoi En devant VE. Ah, en devant. Ah. Moi aussi. Okay. Et donc vous trouvez 1 mètre cube par seconde, donc 1000 kg. Donc vous avez baissé le débit d'un facteur 4. Alors c'est logique, hein, parce que vu que le débit est en R au carré, vu que vous avez baissé le facteur d'un facteur 2, vous baissez le débit d'un facteur 4. C'est tout à fait logique. D'accord. Le débit, c'est quoi la lettre? C'est un A ou c'est un Q, en général. Ça peut être un grand D, ça peut être ce que vous voulez après. En général, on note Q, quoi. Alors, ensuite, la vitesse en un point C de la conduite, ça c'est très facile. La vitesse en C, vous appliquez simplement la conservation du débit.
Donc vous avez Q qui est égal à VE SE, mais qui est aussi égal à VC fois SC. D'accord? Donc vous avez ça qui est égal à 2G grand H fois pi petit d au carré sur 4. Mais c'est égal aussi à VC. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis S ici. VC fois pi au carré, pas pi grand D au carré sur 4. Vous êtes d'accord avec moi? Donc il écrit simplement, je vais dire c'est un C là. Ça c'est simplement la formule de la conservation du débit. Ok. Donc j'obtiens simplement que VC est égal à 2GH fois petit d sur grand D au carré. De G grand H. Petit d, c'est si vous regardez le dessin, petit d, c'est la taille de la bûche de sortie et grand D, c'est la taille du tuyau. Bah allez-y, il reste une question.